Le 16 novembre 1951, le brouillard matinal se lève sur le port de Portsmouth, tandis que le capitaine Dennis Campbell monte la passerelle du HMS Illustrious. Dans sa serviette repose une seule feuille de papier, un schéma si simple qu'un enfant pourrait le dessiner, un pont d'envol incliné de 10 degrés vers bâbord. Rien de révolutionnaire en apparence. Mais ce qu'il ignore encore, c'est que dans les 18 mois à venir, ce croquis sauvera plus de vies de pilotes de la marine que n'importe quel système d'armes jamais inventé. Ce que le capitaine Campbell sait, en revanche, le terrifie. Au cours des 12 derniers mois seulement, la Royal Navy a perdu 43 appareils lors d'accidents d'appontage, 43 machines détruites, 17 pilotes, tués des dizaines d'autres mutilés. Chaque perte s'est produite pendant les 30 dernières secondes de vol, ce moment désespéré où un avion à réaction de 30 tonnes, lancé à 225 km/h, tente d'accrocher un câble sur un pont mouvant, tandis qu'à 60 pieds en avant, l'attend une barrière d'acier, prête à déchiqueter tout appareil manquant son arrêt. Les Américains font face à des chiffres encore pires. En 1951, l'aviation embarquée de la marine des États-Unis a subi 776 accidents de classe A, ceux entraînant la mort ou la perte d'un appareil, soit plus de 2 par jour, en temps de paix. La guerre de Corée n'a fait qu'amplifier le carnage. Le USS Boxer a signalé 7 crashs sur la barrière en une seule mission, et le Princeton a perdu 9 avions en 4 semaines. Sur les porte-avions à pont droit manqué, les câbles d'arrêt n'offraient qu'une issue: heurter la barrière à pleine puissance ou s'écraser dans les avions stationnés à l'avant, créant une boule de feu capable de tuer une douzaine d'hommes en quelques secondes. L'ère du jet était arrivée, mais l'aviation embarquée n'arrivait pas à suivre. Le F-9F Panther se posait 40 nœuds, plus vite que le Hellcat à hélice, et ses moteurs à réaction mettaient 7 secondes à accélérer depuis le ralenti, une éternité, quand on descend vers l'océan à 6 mètres par seconde. Les officiers signaleurs debout à l'arrière-bâbord du navire agitaient frénétiquement leurs palettes. Mais au moment où le pilote réalisait qu'il arrivait trop bas, trop vite, ou trop haut, la physique avait déjà scellé son destin. Tous les amiraux ingénieurs et pilotes d'essai connaissaient la vérité. L'aviation embarquée avait atteint son point de rupture. Les jets représentaient l'avenir. Mais l'avenir importe peu quand le présent tue vos hommes. Ce que Campbell ignore, ce que personne dans cette salle de Portsmouth ne sait encore, c'est que son idée folle sera rejetée, tournée en ridicule et qualifiée d'impossible par les mêmes experts dont le métier consiste à résoudre l'impossible, et que la percée viendra non pas des comités ni des souffleries, mais du refus d'un seul homme d'accepter que de braves pilotes meurent à cause d'une erreur de conception. Le problème avait commencé en 1945, lorsque le lieutenant-commandant William P. Rohn effectua le premier appontage d'un avion à réaction sur le USS Wake Island. Son FFR-1 Fireball toucha le pont à 90 nœuds, 20 de plus qu'un chasseur à hélice, et les câbles d'arrêt hurlèrent sous l'énergie cinétique. L'appontage fut réussi, l'avertissement ignoré. En 1950, toutes les marines du monde affrontaient la même crise. Les moteurs à réaction avaient révolutionné la vitesse et l'altitude, mais leur lente réponse au gaz créait un piège mortel. Sur les avions à hélice, les pilotes coupaient les gaz au signal du chef d'appontage et tombaient littéralement sur le pont. Les jets ne le pouvaient pas. Ils devaient se poser en puissance, maintenant la poussée jusqu'au contact, car leur moteur mettait trop de temps à accélérer pour une remise de gaz. Cette contrainte engendrait un scénario infernal. Les pilotes effectuaient leur approche finale,
avec les moteurs lancés, engagés à se poser incapables de remonter rapidement, s'il manquait les câbles. Sur un porte-avions à pont droit, 4 câbles s'étendaient sur 18 mètres de pont. Derrière eux, la barrière d'arrêt, un enchevêtrement de câbles d'acier conçus pour rattraper les avions ayant manqué leur appontage. Et derrière encore des rangées d'appareils, stationnés des camions de carburant, des chariots de munitions. Tout ce qu'il fallait pour transformer le pont d'envol en zone de combat. Les chiffres étaient impitoyables. Un Panther, se posant à 125 nœuds, parcourait 64 mètres par seconde. S'il manquait les 4 câbles, le pilote n'avait que 2,1 secondes avant de percuter la barrière. Parfois la barrière tenait, quand elle cédait 30 tonnes de carburant et d'explosifs traversaient les avions parqués à l'avant, à 160 km/h. Le capitaine Bruce Williams, officier des opérations aériennes, à bord de l'USS Kirrarge, vit 11 hommes mourir lorsqu'une barrière céda, en mars 1951. Le rapport d'accident notait: l'appareil a percuté la barrière à pleine puissance. La barrière s'est rompue. L'avion a continué vers l'avant et percuté 6 corsaires stationnés. L'incendie qui en a résulté a atteint les réservoirs d'essence aviation. 14 avions détruits, 11 morts, 23 blessés. Opération suspendue pendant 48 heures. Face à ce carnage, tout le monde chercha la même solution de meilleure barrière. Les Britanniques développèrent le FlexDeck, une surface d'atterrissage en caoutchouc, censée arrêter les avions, à réaction même, sans train d'atterrissage. Le pilote d'essai, le lieutenant-commandant Eric Brown, effectua 40 appontages sur ce système à Farnborough. Dans ses rapports, il le jugeait fondamentalement viable. À ses amis, il le décrivait comme terrifiant. Les Américains construisirent des barrières encore plus robustes. Le Bureau of Aeronautics dépensa 3,2 millions de dollars pour mettre au point le système Davis, un réseau mécanique capable d'arrêter un avion de 11 tonnes lancé à pleine vitesse. Quand cela fonctionnait, c'était impressionnant. Quand cela échouait, la dévastation était totale. Mais des barrières plus solides ne prévenaient pas les accidents. Elles ne faisaient que les contenir. Tous les aviateurs expérimentés connaissèrent le vrai problème, le pont d'envol lui-même. En juin 1945, le capitaine William T. Rasure, chef du service des caractéristiques aéronavales au bureau du chef adjoint des opérations navales, écrivait: « Les procédures d'appontage actuelles forcent tous les avions à se poser dans une zone d'impact de 60 pieds sans aucune marge d'erreur. C'est incompatible avec les performances des avions à réaction. » Traduction: nous avons conçu nos porte-avions pour des avions à hélice capables de se poser à 70 nœuds et d'interrompre leur approche au dernier instant. Les jets se posent à 130 nœuds et ne peuvent pas remettre les gaz. Nous essayons de faire atterrir des avions de 1952 sur des navires de 1942. Des gens mourront tant que nous ne corrigerons pas cela. Tout le monde était d'accord. Tout le monde voyait le problème, mais personne ne trouvait la solution. Les Britanniques essayaient leurs ponts souples, les Américains, leurs barrières renforcées, leurs barrières de secours, leurs filets d'urgence. Les Français tentaient d'alléger les avions. Rien ne marchait. Le taux d'accident continuait de grimper. Ce qu'il fallait, c'était quelqu'un d'assez fou pour remettre en cause la seule chose que personne n'avait jamais questionné. Pourquoi la zone d'appontage devait-elle être parallèle à l'axe du navire? Ce qu'il fallait, c'était Dennis Campbell, le capitaine Dennis Royal Farson. Campbell n'était pas censé résoudre quoi que ce soit, c'était un bureaucrate. Né le 13 novembre 1907 à Southsea en Angleterre, il entra dans la Royal Navy en 1925. Comme aspirant, il obtint sa qualification de pilote en septembre 1931
assez tôt pour voler sur des biplans en toile, mais assez tard pour comprendre que l'aviation navale n'était pas un loisir d'aristocrate, c'était une profession exigeante une précision d'ingénieur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il pilota des torpilleurs Fairey Swordfish, des appareils obsolètes qui n'en infligèrent pas moins des dégâts fatals au Bismarck. Il reçut la Distinguished Service Cross. Personne ne le considérait comme un génie, ni comme un visionnaire. Après la guerre, l'amirauté le nomma représentant adjoint de la Royal Navy au Ministry of Supply, un poste administratif chargé de la coordination technique entre la marine et les entreprises civiles. Il n'avait aucune formation d'ingénieur, aucun diplôme avancé. Son travail consistait à suivre les plannings, assister à des réunions, signer des formulaires. Mais Dennis Campbell possédait une qualité qu'aucun diplôme n'enseigne. Il ne supportait pas d'ignorer les pilotes morts. En 1951, il assista aux funérailles du lieutenant Michael Mick Lithgow, pilote d'essai tué lorsque son jet heurta la barrière du HMS Implacable. Lithgow avait été son élève âgé de 23 ans. Approche parfaite, vitesse parfaite, mais il avait flotté de 2 mètres trop loin et manqué les câbles. La barrière céda. L'avion se désintégra. Sa veuve était enceinte de 5 mois. Campbell resta debout près de la tombe et dit ensuite à son adjoint, le lieutenant-commandant Nick Goodhart, « C'est insensé. Nous les tuons avec notre propre matériel. Un pilote fait tout correctement et meurt quand même, parce que 60 pieds, ce n'est pas une marge suffisante. Il doit bien exister une autre solution. » Goodhart n'en attendait pas davantage. Les officiers disent souvent ce genre de choses lors des funérailles. Mais Campbell, lui, ne lâcha plus l'affaire. Il consulta les rapports d'accident, interrogea les officiers d'appontage, étudia les trajectoires de descente. N'étant pas ingénieur, il fit ce que font les non-ingénieurs, il dessina. La révélation vint pendant un trajet en train de Portsmouth à Londres. Campbell esquissa dans son carnet plusieurs ponts de porte-avions, cherchant à visualiser comment offrir davantage d'espace aux pilotes. Si l'on ne peut pas allonger la zone d'appontage, on peut la rendre plus large. Et si l'on ne peut pas la rendre plus large, parce que la coque du navire a une largeur fixe, alors il suffit de l'incliner. L'incliner. Il traça un pont d'envol, dévié de Dicegram vers bâbord. Désormais, la zone d'appontage ne se terminait plus contre une barrière d'acier, mais s'ouvrait sur la mer. Un pilote, manquant les câbles, pouvait remettre les gaz, reprendre de l'altitude et retenter l'approche, plus de barrières, plus d'avions stationnés à percuter, plus de collisions catastrophiques, seulement le ciel, l'océan et une seconde chance. L'idée était si simple qu'elle en paraissait idiote. Soit il venait de découvrir quelque chose de génial, soit il avait négligé une évidence connue de tous les vrais ingénieurs. Le 7 août 1951, le capitaine Dennis Campbell convoqua une réunion au Ministry of Supply. Étaient présents Lewis Boddington, directeur du département aéronaval de Farnborough, le contre-amiral MES Slattery, chef de la recherche navale, et 6 ingénieurs aéronautiques seniors. Campbell ouvrit sa serviette et leur montra son croquis. La salle explosa. « C'est totalement illégal », lança le commandant James, spécialiste des opérations de vol. Il n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin, ces mots tombaient comme un verdict scientifique. La Convention internationale de navigation aérienne exige que toutes les opérations de vol soient alignées sur l'axe du navire. Ce que vous proposez viole une loi maritime rédigée après 15 ans d'opération sur porte-avions. Ce n'est pas de l'innovation capitaine, c'est de l'amateurisme. Campbell
s'attendait à de la résistance, pas à du mépris. James poursuivit. « Vous demandez au pilote d'atterrir en travers du mouvement naturel du bâtiment. Un porte-avions tangue et roule autour de sa quille. Un pont incliné signifie que les pilotes devront lutter en permanence contre la dérive. La zone d'appontage se déplacera sous eux, d'une manière qu'ils ne pourront pas anticiper. Vous allez augmenter les accidents, pas les réduire. » Le lieutenant-commandant Goodhart voulut répliquer, mais Lewis Boddington, l'ingénieur civil de Farnborough, leva la main. « Montrez-moi les calculs. »« Pardon. »« Les calculs, » répéta Boddington. « Vous dites que les pilotes devront compenser la dérive, calculez-la. Un angle de 8 degrés sur un pont roulant de 12 degrés. Quelle dérive différentielle sur une approche de 30 secondes? » Silence. Boddington regarda les autres ingénieurs. Quelqu'un? Personne ne répondit. « Alors nous allons tester, » dit-il. « Capitaine Campbell, l'établissement aéronautique royal de Farnborough, dispose d'une piste d'essai peinte. Nous pouvons tracer sur le pont du HMS Triumph une ligne d'appontage inclinée. Dans une semaine, nous ferons des approches simulées. Si le problème de dérive est réel, nous le mesurerons. S'il n'est que théorique, nous le saurons aussi. » Le contre-amiral Slattery se renversa dans son siège. « Lewis, vous comprenez que si vous peignez ce pont incliné sur le Triomphe et que les pilotes commencent à s'écraser, c'en sera fini de votre carrière et de celle du capitaine Campbell. »« Notez, monsieur. Et si ça marche ?» répondit Boddington avec un sourire. « Alors, dit-il, nous arrêterons de tuer des pilotes qui font tout correctement. » Les essais commencèrent en septembre 1951. Le HMS Triumph quitta Portsmouth avec une simple ligne blanche peinte en diagonale sur son pont axial. Aucune modification structurelle, juste de la peinture. Pendant 3 semaines, les pilotes de la Royal Navy effectuèrent des touch and go, faisant comme si cette ligne représentait le bord réel du pont. Le problème de dérive tant redouté n'existait pas. Les pilotes s'adaptèrent en 2 appontages. Ce qu'ils découvrirent à la place, ce fut la liberté. Le lieutenant Peter Chilton, l'un des pilotes d'essai, écrivit plus tard « Je suis arrivé trop haut, j'ai dépassé les câbles, et pour la première fois de ma carrière, je n'étais pas terrifié. J'ai simplement remis les gaz et repris de l'altitude. Aucune barrière n'attendait pour me tuer. Aucun avion devant moi, seulement l'air libre et une seconde chance. J'ai eu l'impression de retrouver ma vie. » En octobre, les essais du pont peint prouvaient que le concept fonctionnait. Restait la partie la plus difficile, convaincre les autres. Car le HMS Triumph était britannique, mais le porte-avions où les pilotes mouraient 2 fois plus souvent que dans la Royal Navy était américain. Et la marine des États-Unis n'aimait guère que des officiers britanniques viennent leur expliquer comment apponter. Le 14 septembre 1951, au US Naval Air Test Center de Patuxent River, Maryland, le lieutenant-commandant Eric Brown se tient devant 40 pilotes d'essais américains. Tous le fixent, se demandant s'ils peuvent-ils lui faire confiance. Brown est le chef pilote d'essai de la Royal Navy, l'homme ayant apponté sur plus de types d'avions que quiconque dans l'histoire. Il détient tous les records britanniques qui comptent, mais à cet instant, rien de tout cela ne compte, car il s'apprête à dire à la marine américaine que leurs porte-avions sont mal conçus. « Messieurs, commence Brown, combien d'entre vous ont heurté la barrière au cours des 12 derniers mois? » 7 mains se lèvent, puis 12, puis 15. Combien connaissent quelqu'un qui est mort en la percutant? Toutes les mains se lèvent. Brown ouvre sa serviette. « Je vais vous montrer quelque chose que la Royal Navy est en train de tester. »
Cela va vous sembler insensé, mais j'y ai effectué 63 appontages. Et je me tiens ici au lieu d'être raclé sur un pont. Alors, écoutez-moi. Il épingle au mur le croquis de Campbell, un pont d'envol incliné de 8 vers bâbord. La salle explose. Vous voulez qu'on atterrisse de travers. Le contrôleur d'appontage ne verra plus l'axe d'approche. Et l'îlot, alors, vous déplacez la zone d'appontage vers la superstructure. Brown attend que le tumulte retombe. Chaque objection que vous venez d'évoquer, nous l'avons eue aussi. Puis nous avons testé. Et voici ce que nous avons découvert. Quand on manque les câbles sur un pont incliné, on ne meurt pas. On remet les gaz et on recommence. Aussi simple que cela. Le commandant Harold Buell, chef de l'escadron VF 84, se lève. Commandant Brown, j'appointe sur des porte-avions depuis 1943. Ce que vous décrivez contredit tous les principes que nous avons développés après 8 ans de guerre. Vous nous demandez d'abandonner une doctrine éprouvée pour une théorie britannique. Je vous demande d'arrêter de mourir à cause d'un défaut de conception. Le silence tombe. Brown reprend. Vous faites apponter des jets sur des ponts droits parce que c'est ce que vous avez. Mais ces ponts ont été conçus pour les corsaires et les Hellcat qui pouvaient couper les gaz et tomber sur le pont. Les jets ne peuvent pas. Vous forcez des avions de 1952 à opérer selon des procédures de 1942 et vos hommes meurent pour cela. Le pont incliné ne viole pas la doctrine, il adapte le navire à l'avion. Le contre-amiral Apollo Soucek, plus haut gradé de l'aviation navale américaine basée à Londres, intervient. J'ai observé les essais du Triomphe. Le commandant Brown a raison, le concept fonctionne. J'ai recommandé au chef des opérations navales d'effectuer des essais parallèles sur l'USS Midway. Mais le contre-amiral Alfred Pride, directeur du Bureau of Aeronautics, secoue la tête. Nous testons déjà des solutions. Le système Davis affiche un taux de réussite de 98,7%. 98,7% de quoi? Interrompt Brown. Des appareils qui la percutent, et ceux qui ne l'atteignent jamais parce qu'ils paniquent en la voyant, et ceux qui se jettent volontairement à la mer, plutôt que de risquer de s'écraser à pleine puissance. Votre statistique mesure la performance de la barrière, pas la survie des pilotes. La salle s'agite de nouveau. La moitié des pilotes acquiescent, l'autre moitié semble prêt à le jeter dehors. Le contre-amiral Soucek élève la voix. Messieurs, silence. Nous allons tester le pont, incliné sur l'USS Midway. Essai peint, appontage simulé. Si cela fonctionne, nous modifierons un porte-avions pour une application complète. Si cela échoue, nous enterrerons l'idée. Mais nous ne continuerons pas à perdre des pilotes à cause d'un défaut que nous pouvons tester et peut-être corriger. Est-ce clair? L'amiral Pride reste debout 10 secondes, silencieux. Puis il déclare simplement « Autorisation d'essai sur le Midway ». Mais si ce rêve britannique provoque ne serait-ce qu'une seule victime supplémentaire, je mettrai fin au programme et à la carrière de tous ceux qui y sont associés. Soucek acquiesce. D'accord. La réunion prit fin. Brown rangea sa serviette conscient qu'il venait de miser sa carrière sur une simple ligne peinte. Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'en moins de 90 jours, cette ligne sur le Midway fonctionnerait si bien que la marine américaine convertirait l'USS Antietam en premier véritable porte-avions à pont incliné du monde. Et si vous êtes fasciné par le moment où le courage d'un seul homme a changé l'histoire, sachez que ce qui arriva ensuite quand le premier pilote se posa sur le pont incliné de l'Antietam allait transformer à jamais la guerre navale. Mais avant cela, parlons du 12 janvier 1953, au large de la baie de Guantanamo, à Cuba. Le lieutenant-commandant Harold Buell
engage son F9F5 Panther dans le circuit d'approche derrière l'USS Antietam. C'est son 43e appontage, mais son premier sur un pont incliné réel non plus. Une simple ligne peinte. Une extension de 8 degrés soudée à la coque du navire s'étend depuis le flanc bâbord. Buell n'a pas confiance. Toute sa carrière, on lui a appris qu'il fallait attraper les câbles ou affronter la barrière. Cette peur lui a sauvé la vie 2 fois. Et voilà qu'on lui demande de l'oublier. Il sort le train d'atterrissage, ajuste le compensateur et annonce « Panther Ball 3.2 ». Roger Ball, répond l'officier d'appontage. L'approche est parfaite. Jusqu'à ce qu'une rafale de vent le soulève de 2 mètres. Sur un pont droit, l'officier lui aurait ordonné la remise de gaz, mais aujourd'hui rien. Car sur un pont incliné, être un peu haut n'est pas une catastrophe, c'est une possibilité de correction. Buell abaisse légèrement le nez, perd de l'altitude. Mais il est désormais trop long. Sur un pont droit, il manquerait les câbles et la panique s'installerait. Pourtant, il s'en tient au briefing. Si tu rates, tu remets les gaz. Le pont est libre. Fais confiance. Ses roues frappent. Le pont rebondissent une fois. Le crochet de queue saute les 4 câbles. Raté. Sur un ancien pont, la barrière serait déjà en train de déchiqueter son avion. Ici, rien devant lui, seulement le pont dégagé et l'air libre. Buell pousse la manette des gaz à fond. Le moteur, J48, met 6 secondes à atteindre sa pleine puissance, une éternité vécue comme un miracle. Le Panther s'élève de nouveau. 23 secondes plus tard, il est de retour dans le circuit. Deuxième tentative, il attrape le 3e câble. Appontage parfait. En sortant du cockpit, il tremble non pas de peur, mais de soulagement. Plus tard, il écrira dans son autobiographie « Pour un vétéran des appontages, poser un jet sur un pont incliné relevait du pur bonheur. Pour la première fois de ma carrière, je n'avais plus peur de mourir à chaque approche. Le poids psychologique qui s'est envolé ce jour-là, je ne savais même pas que je le portais. » Au cours des 60 jours suivants, le Carrier Air Group 8 effectua 1327 appontages sur le pont incliné de l'Antietam. 8 pilotes manquèrent les câbles 8 bolteurs, mais aucun accident, aucun avion détruit, aucun blessé. Les chiffres étaient irréfutables avant l'apparition du pont, incliné 1950-1952. L'aviation embarquée américaine enregistrait 647 d'accidents majeurs par an, dont 52% dus à l'appontage. Après sa mise en œuvre 1955-1957, ces accidents tombèrent à 3,21 par an. Les accidents d'appontage ne représentant plus que 19% des pertes, une réduction de 75% des accidents et de 80% des morts liées aux barrières. Mais les statistiques ne racontent pas l'histoire humaine. Celle-ci fut racontée par le lieutenant James Davidson. Le 8 mars 1953, il ramena son Panther endommagé vers l'Antietam, sans hydraulique, sans volet, volant 20 nœuds trop vite. Sur un pont droit, il aurait préféré s'abîmer en mer plutôt que de risquer de percuter la barrière à 145 nœuds. Mais l'Antietam avait un pont incliné. Davidson tenta 4 approches, manquant les câbles à chaque fois. Lors de sa 4e tentative, James Davidson accrocha enfin le 4e câble à 142 nœuds, établissant ainsi le record du plus rapide appontage réussi jamais enregistré à cette époque. Son appareil s'immobilisa avec à peine 3 mètres de pont restant. 6 mois plus tard, il écrivit au capitaine Dennis Campbell « Monsieur, je ne vous ai jamais rencontré, mais je suis en vie pour écrire cette lettre grâce à une idée que tout le monde disait impossible. Ma fille est née le mois dernier. J'ai pu être là, parce que vous avez refusé d'accepter que de bons pilotes meurent à cause d'un mauvais design.
Un simple merci ne suffit pas, mais merci. En 1955, la Royal Navy équipa l'HMS Ark Royal d'un pont incliné. Les Français transformèrent le Clemenceau. Les Australiens modifièrent le Melbourne. En 1957, tous les grands porte-avions du monde occidental possédaient déjà un pont incliné ou étaient en cours de conversion. Les Soviétiques, d'abord, réticents, finirent par l'adopter discrètement en 1959, après une série d'accidents catastrophiques sur leur porte-avions à pont droit Varyag. Les archives navales soviétiques déclassifiées en 1993 montrèrent que les accidents d'appontage avaient chuté de 68% en 6 mois. Mais le témoignage le plus éloquent vint des pilotes eux-mêmes. Le capitaine John Moore, qui effectua des missions de combat au Vietnam depuis l'USS Coral Sea, raconta « J'ai réalisé 947 appontages entre 1954 et 1973. J'ai raté les câbles 62 fois sur un pont droit. Cela faisait 62 chances de mourir ou de tuer les marins travaillant à l'avant. Au lieu de cela, je n'ai eu qu'à remettre les gaz et recommencer. Tous les pilotes de ma génération ont un moment où nous pensons à nos amis morts dans les années 50 contre les barrières. Nous sommes en vie parce que Dennis Campbell a tracé une ligne sur une feuille de papier et a refusé de se taire. En 1975, le pont incliné était devenu si universel que les jeunes pilotes ignoraient même qu'il en avait un jour été autrement. Ce n'était plus une innovation, c'était simplement la norme. La révolution était complète précisément parce qu'elle était devenue invisible. Le pont, incliné, avait sauvé des milliers de vies. Pourtant, Dennis Campbell ne chercha jamais la gloire. Ce qu'il fit après sa découverte surprendrait même ceux qui le connaissaient. Promu contre-amiral en 1954, il assista à la mise à flot du HMS Ark Royal, premier porte-avions au monde, conçu dès la quille, avec un pont incliné. Les journalistes lui demandèrent des commentaires. Il les renvoya vers Lewis Boddington et les ingénieurs de Farnborough. En 1955, lorsque la marine américaine l'invita à la mise en service de l'USS Forrestal, le premier super porte-avions doté d'un pont incliné de catapultes à vapeur et d'un système optique d'appontage Campbell déclina. Il assistait aux funérailles d'un lieutenant de la Royal Navy, tué lors d'un entraînement non sur porte-avions, mais dans un accident d'hélicoptère. Ce lieutenant avait servi sous ses ordres en 1943, et Campbell estimait qu'on assistait toujours aux funérailles de ces hommes. En 1957, l'amirauté lui décerna le titre de commandeur de l'Ordre de l'Empire britannique, CBE, pour service rendu à l'aéronautique navale. La citation tenait en 2 phrases. Campbell l'arrangea dans un tiroir. Il prit sa retraite de la Royal Navy en 1960 et devint consultant technique pour Hawker Siddeley Aviation, travaillant sur les prototypes d'avions à décollage vertical. Ses collègues se souvenaient de lui comme d'un homme obsédé par la sécurité des pilotes, souvent agaçant pour les concepteurs, en multipliant les dispositifs de sécurité jugés inutiles. L'ingénieur Anthony Marsh raconta « Dennis ralentissait toutes les revues de conception demandant « Et si cela tombe en panne, la nuit par mauvais temps ?» Nous répondions « Les chances sont d'1 sur 10 000. » Il répliquait « Et que fait le pilote quand cela arrive ?» Il se fichait des statistiques. Il pensait aux pilotes malchanceux. Dennis Campbell s'éteignit le 6 avril 2000 à l'âge de 92 ans. Son nécrologe dans The Times tenait en 4 paragraphes. Le Guardian en publia 6 paragraphes. Les 2 journaux mentionnèrent le pont incliné. Aucun ne saisit vraiment ce que cela signifiait. Ce que cela signifiait, c'est que chaque appontage depuis 1953 a lieu grâce à un pilote qui refusa d'accepter que ses camarades meurent inutilement. Aujourd'hui,
tous les porte-avions du monde américain, britannique, français, indien, chinois, russe utilisent un pont incliné. Les nouveaux porte-avions américains de la classe Gerald R. Ford disposent de catapultes électromagnétiques et de systèmes d'arrêt ultra-modernes, mais leur pont reste incliné de 8 degrés vers bâbord, exactement comme Campbell l'avait dessiné en 1951. Chaque année, les pilotes de la marine américaine effectuent plus de 15 000 appontages avec un taux de Bolter les approches manquées d'environ 8%, soit 1200 remises de gaz. Sans le pont incliné, chacune d'elles aurait pu être un crash sur la barrière. Combien de vies sauvées? Des centaines chaque année. Sur 70 ans, des dizaines de milliers. En 2003, le lieutenant-colonel Arthur Black, pilote du corps des Marines américains, ayant volé sur FA-18 entre 1985 et 2007, retrouva la famille de Campbell et leur envoya une lettre. « Je n'ai jamais rencontré votre père, mais j'ai effectué 147 appontages durant ma carrière. J'ai raté les câbles 142 fois. 142 fois où j'aurais pu mourir. Au lieu de cela, j'ai simplement remis les gaz et réessayé. Votre père m'a offert 142 secondes chance. Il m'a donné une carrière, il m'a donné une vie. Au nom de tous les pilotes de porte-avions qui vivent grâce à lui, merci. » Dennis Campbell ne répondit jamais à cette lettre, il était mort depuis 3 ans, mais son fils l'encadra. Car son père ne conservait pas ses décorations, seulement les leçons qu'elles représentaient. Certaines découvertes ne viennent pas des experts. Elles naissent de ceux qui refusent d'accepter « c'est comme ça qu'on a toujours fait » comme une réponse. Campbell n'était ni ingénieur, ni pilote d'essai. C'était un bureaucrate qui ne pouvait pas ignorer la mort de ses amis et qui eut l'audace de tracer une simple ligne sur une feuille de papier en se demandant « pourquoi pas ?» Le pont incliné a sauvé plus de vies que n'importe quel récipiendaire de la Medal of Honor. Il a révolutionné la guerre navale, plus encore que l'énergie nucléaire ou les missiles guidés. Et pourtant, il ne naquit pas dans les comités ni dans les laboratoires, mais d'un trajet, empreint d'un carnet de notes, d'un croquis, et du refus obstiné de se taire lorsque tout le monde disait que c'était impossible. Voilà la véritable histoire. Voilà pourquoi elle compte. Car le prochain Dennis Campbell ne sera peut-être ni un amiral, ni un ingénieur peut-être sans diplôme, ni titre, juste quelqu'un qui voit un problème que tout le monde accepte et qui refuse de l'accepter. L'histoire n'appartient pas toujours aux voix les plus fortes, ni aux grades les plus élevés. Parfois, elle appartient simplement à celui qui refuse de laisser de bonnes personnes mourir à cause d'une mauvaise idée.